BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, c'est Frédéric Simotel qui nous parlera d'un livre écrit en anglais. Et puis, c'est Alexandra Paget qui, elle, nous fera voyager dans le passé. Ce sera notre bibliothécaire du jour. Mais tout de suite, on retrouve évidemment nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, et puis critique lui aussi attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian, l'histoire de la Standard Oil Company par Ida Tarbell, c'est aux éditions Séguier. Oui, j'ai été surpris de voir ce grand classique de la littérature économique américaine traduit, heureux et surpris de voir ce grand classique enfin traduit en français. C'est une partie simplement, hein, et bon, je peux le dire tout de suite, je pense que l'éditeur aurait pu resserrer encore un peu, nous donner un peu moins. Parce que la version originale est encore beaucoup plus grosse. Ouais, elle est encore beaucoup plus grosse. Ouais. Elle date donc du début du XXe siècle aux États-Unis. Ida Tarbell, il faut savoir qui c'est une journaliste qui s'est fait une réputation en écrivant des portraits très bien ciselés des grands hommes, Lincoln, Napoléon, etc. Et elle travaille pour un magazine qui lui dit est-ce que tu ne nous ferais pas Rockefeller, par exemple? Et donc elle se dit oui, Rockefeller, grand personnage. En plus, elle a un intérêt un petit peu personnel, c'est que son père était parmi les premiers petits producteurs de pétrole et que Rockefeller a mis la main dessus. Et donc son père aussi a été pris dans la nasse de la Standard Oil. Donc elle se lance dans cette enquête. Rockefeller, elle ne sait pas grand-chose. Par contre, la Standard Oil, eh bien là, elle nous fait en fait toute l'histoire de la Standard Oil et des débuts du pétrole en fait aux États-Unis. Donc les premiers producteurs, et tout de suite, ils ont deux problèmes. Il faut raffiner et il faut transporter. Et l'une des premières choses, il y a beaucoup de chapitres sur le sujet, parce que le transport, c'est en même temps le développement des voies ferrées aux États-Unis et les premiers pipelines aussi. Et donc, on voit comment Rockefeller arrive à mettre la main sur les deux pour avoir des prix très bon marché qui vont lui donner un avantage compétitif par rapport à ses autres concurrents. Mais ça, c'est que le début, ça. C'est que le début, parce que si c'était que ça, à gagner un avantage compétitif sur le coût de transport, ce serait bien. Mais là, chapitre après chapitre, Ida Tarbell nous raconte toutes les manœuvres, en fait, qui sont utilisées par Rockefeller pour pouvoir mettre la main sur l'ensemble du raffinage de pétrole, pour imposer ses prix aux producteurs. Et une fois qu'il a réussi à imposer ses prix aux producteurs, pour imposer ses prix à tous les gens qui veulent acheter du pétrole. Et à fin 19e, le pétrole des États-Unis, c'est le pétrole du monde. Donc en contrôlant le marché américain, il contrôle le marché mondial du pétrole. Grand bonhomme, mais comment il y arrive? Alors là, tout y passe. Vente à perte, c'est-à-dire vous voulez acheter du pétrole à quelqu'un qui n'est pas de la Standard Oil. Hop, justement, vous avez un commercial qui arrive de la Standard qui vous fait un prix extrêmement bas qui défie toute concurrence, même si c'est à perte. Un réseau d'information, un réseau d'espionnage sur tous les gens qui veulent produire, raffiner, les concurrents qui veulent acheter du pétrole. Tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes à quelqu'un qui achète du pétrole et votre wagon, il ne part pas. Tous ceux de la Standard Oil parlent, mais le vôtre, il reste à quai. Eux ne comprenaient pas pourquoi. Et ben, c'est juste que Rockefeller, et tous ses sbires, est intervenu pour que ce soit bloqué. Corruption, influence politique. Quand les gens commencent à dire la Standard Oil, elle a trop de pouvoir. Non, je ne vais pas dealer avec ces gens-là. Imagination, création de sociétés fictives, alors que derrière c'est la Standard Oil. Bref, on est dans ce capitalisme américain qu'aux États-Unis on a qualifié de baron voleur, fin 19e, début 20e. On n'est pas du tout dans un capitalisme de concurrence, on est dans un capitalisme de la prédation, et c'est toutes les stratégies de prédation de la Standard Oil et de Rockefeller qui sont décrites dans le livre. À la fin, tout à la fin du livre, vous avez un petit procureur de l'Ohio, tout tranquille, tout mignon, qui va s'attaquer à la Standard Oil parce qu'il a vu une faille dans l'organisation de la gouvernance. Tout ça nous emmènera en 1911 jusqu'à la Cour suprême qui déclarera qu'il faut découper la Standard Oil. Ça donnera Mobil, Exxon, plein de petites choses. Je vous rassure, la fortune de Rockefeller en a pas trop souffert parce qu'il est resté actionnaire de toutes ces petites sociétés. Mais voilà, c'est cette description de cette journaliste qui a fait plein d'autres choses après sur le pouvoir de monopole de la Standard Oil et ses stratégies de prédation. Le plus grand riche de tous les temps, comme dirait Fabrice d'Almeida dans son livre sur les riches. Oui, alors Jean-Marc, pour rebondir sur ce que vient de dire Christian, c'est vrai que le livre a été compacté, et beaucoup, parce que les endroits qui ont été supprimés dans l'édition, il y a des crochets avec 3 points de suspension, et il y a beaucoup d'endroits où c'est fait, et pourtant effectivement c'est quand même relativement indigeste. Alors je salue la traduction, vous savez. Vous commencez toujours par là. Voilà, je suis pouce levé ou pouce baissé, ça dépend. Alors là,
irréprochable, de nouveau une excellente traduction. Là, félicitations à l'éditeur et au traducteur. L'histoire est une histoire d'ailleurs qui n'est pas, il n'y a pas de digression en fait. On pourrait dire c'est très long parce que elle part à gauche, à droite, elle fait des commentaires sur des sujets qui n'ont rien à voir. Et ça, pas du tout. Elle raconte vraiment l'histoire de la Standard Oil avec une masse de détails, une foule de détails qui fait qu'on est un peu inondé par tous ces détails. Là où je mettrai un petit bémol sur ce qu'a dit Christian, c'est que quand il y a un dernier chapitre, alors effectivement, elle montre Rockefeller. On avait déjà vu un livre sur Rockefeller il y a 1 an et demi de ça, sur toute la famille qui était beaucoup moins épais et donc qui permettait de s'y retrouver un peu mieux. Mais le dernier chapitre s'appelle La grandeur légitime de la Standard Oil. Et donc elle donne son opinion morale. C'est un chapitre magnifique parce qu'elle dit effectivement, il était audacieux, il était entreprenant, c'était une crapule. Et elle dit, face à ces gens-là, il y a des gens qui sont indignés et d'autres qui sont admiratifs. Ouais. Moi, je suis parmi les indignés. Je ne comprends pas comment il y en a qui sont admiratifs, mais je suis obligé de constater qu'il y a des gens qui sont admiratifs et que c'est une forme de modèle. Et la question qu'elle se pose, c'est pourquoi ce modèle fascine à ce point. Et elle dit pas systématiquement c'est un salaud, c'est bon, il a joué par la duplicité, mais c'est un personnage. Elle est fascinée par ce Rockefeller, par ce personnage qui, et surtout, elle dit, une de ses forces, c'est qu'on ne comprenait jamais ce qu'il disait. C'est-à-dire, on lui posait des questions, il répondait toujours à côté. Et elle dit, et cette capacité à avancer masqué, par-delà, donc les manœuvres et tout ça, c'est cette capacité à avancer masqué qui fait peut-être le grand patron. Je trouve cette partie-là et cette vision du personnage très, très intéressante. Allez, plus contemporain à votre choix, Jean-Marc, le livre piloté par l'économiste Claudia Sénic, ça s'appelle « Pandémie, nos sociétés à l'épreuve ». Oui, alors c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre de fondations qui dépend de la Fondation de France, qui s'appelle la Fondation pour les sciences sociales, qui a une dizaine d'années et qui publie tous les ans un recueil des principaux travaux qu'elle a supervisés. Donc c'est 12 articles qui sont un peu les condensés d'articles scientifiques, mais qui restent quand même des articles à caractère un peu universitaire. Il y a une bibliographie à la fin, il y a beaucoup de circonlocutions. Bon. Et alors, comme toujours dans ces cas-là, sur ces 12 articles, il y en a que j'ai trouvé passionnants, il y en a qui m'ont moins intéressé, mais ça c'est un peu à titre personnel, c'est-à-dire le suivi sur Twitter de la façon dont les gens réagissaient à la pandémie, ça m'a pas vraiment passionné. Ouais. En revanche, l'origine de la quarantaine, qui est le tout premier chapitre, c'est... Alors, en plus, j'ai découvert ça, je pensais que c'était très ancien la quarantaine, j'imaginais ça remontant à l'époque des Romains ou des Grecs, pas du tout, ça remonte au XIVe siècle, et ce que montre bien l'auteur, c'est que ça a été fait à Dubrovnik, qui s'appelait à l'époque Raguse, et ça n'a pu se faire que parce que c'était une république, c'est-à-dire il y a une sorte d'accord de la population pour la quarantaine parce qu'il y avait un système qui faisait qu'elle était impliquée plus ou moins dans la décision. Il y a un autre chapitre que j'ai trouvé passionnant, c'est celui sur la façon dont on traite les morts, c'est-à-dire notamment, alors je pense que Christian va boire du petit lait parce qu'il y a une comparaison entre les pompes funèbres publiques de Paris qui s'en tirent bien et les pompes funèbres privées de Grenoble qui s'en tirent mal au moment de la grippe espagnole de 1919. Mais l'article est quand même assez équilibré, il essaie de montrer pourquoi effectivement à Grenoble ça s'est aussi mal passé. Puis il y a un article que j'ai trouvé charmant, le tout dernier, qui est l'auteur qui est dans le Népal et qui est l'Himalaya et qui commente la situation vue depuis l'Himalaya. Et alors il montre bien l'auteur que il y a une sorte d'angoisse mondiale qui a été prise parce que au Népal, au pied de l'Himalaya, alors qu'il ne se passait rien, tout le monde se posait la question, où sont les masques, est-ce qu'on va pouvoir se soigner, bon. Et enfin, dernier élément aussi, vous apprendrez ce que c'est qu'un infectiologue. J'ai découvert aussi qu'on ne savait pas ce que c'était, à part des gens qui ont envahi les plateaux pendant la pandémie, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vraie définition scientifique. Donc, un livre qui est... Il n'y a pas de définition scientifique. Il explique que le titre n'existe véritablement que depuis 2018 et il y a encore des gens qui se réclament de ce titre et qui ne sont pas légitimes en la matière. Christian, je vous voyais acquiescer au chapitre que citait Jean-Marc. Oui, parce que globalement, quand Jean-Marc nous a dit qu'il allait choisir ça, j'ai trouvé le thème vraiment passionnant et j'étais plein d'espoir. J'ai été très déçu en fait. Mais par contre, tous les papiers qu'il a cités, c'est ceux que j'ai bien aimés aussi pratiquement.
Mais il a fait le choix de ne pas parler des autres parce qu'ils sont peut-être moins bons et je les trouve aussi moins bons. Oui. C'est vrai qu'on se retrouve avec des papiers qui vont déjà dans tous les sens. Entre le gars qui est confiné au Népal, Twitter et les morts de 1918, quand vous dirigez une revue ou un numéro de revue, vous essayez de donner un axe à vos lecteurs. Colonne vertébrale. Si des fois il y a matière à controverse parce qu'il n'y a pas de vérité établie, vous mettez en scène la controverse. Là, ça part dans tous les sens. Alors, j'ai deux papiers qui partent pas dans tous les sens que j'ai bien aimé. Les deux qu'a cité Jean-Marc, en fait, les deux papiers historiques, celui sur l'origine de la quarantaine, 1377 en Croatie. Bon, c'était vraiment intéressant parce que ça va au-delà de la quarantaine, ça nous explique les conditions politiques. Et celui sur la gestion, effectivement, des morts au moment de la grippe espagnole en 1918, le comparatif entre Paris et Grenoble. J'ai bien aimé aussi celui sur la science-fiction. Est-ce que la science-fiction n'est pas finalement un prédicteur de tous les dérapages technologiques? Là, c'est dommage parce que on s'aperçoit, bon, évidemment, il y a le grand bouquin, le grand roman de Franck Tilliez, Pandemia, et puis il y a Contagion de Soderbergh. Vous regardez Contagion de Soderbergh, vous avez l'impression qu'il a vécu la pandémie de Covid-19 et qu'il en a fait un film alors que c'est 2011. Pourquoi ce roman et ce film sont très très forts? Parce qu'ils ont fait appel à des infectiologues, à des épidémiologistes qui leur ont dit, c'est possible, une pandémie mondiale. Et deux, voilà comment ça va se passer s'il y a une pandémie mondiale. C'est d'un réalisme absolument incroyable. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. Comment ça se fait que 10 ans avant, on savait que c'était possible, on savait comment ça allait se passer? Pourquoi cette information ne nous est pas parvenue? Pourquoi est-ce que les États l'ont pas pris en compte? Il y a effectivement un papier sur un sujet qu'on connaît bien en économie. Vous êtes un expert de quelque chose. Là, vous êtes un infectiologue. Évidemment, quand il y a une épidémie, on vous met devant. Est-ce que vous devez rester dans votre labo et votre hôpital, courir les plateaux ou aider l'État à gérer? Les économistes, c'est pareil. Vous avez des économistes de plateau, vous avez des qui passent leur temps à courir les plateaux, vous avez des économistes qui conseillent les princes, vous avez des économistes qui restent dans leur laboratoire et leur fac. La conclusion, c'est à la fin du papier, je ne sais toujours pas trop quelle est la conclusion de ce qu'on doit faire. Donc j'ai été assez déçu sur le contenu des papiers et quand il y a des bons thèmes, je trouvais que c'était pas traité. Enfin, je ne trouvais pas beaucoup d'informations intéressantes par rapport à ce qu'on avait pu lire en suivant simplement l'actualité. Globalement déçu. Merci à tous les deux. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Alexandra Paget qui rend hommage à Benjamin Constant. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra, en quelle année arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps? 1830, 8 décembre 1830. C'est la date de la mort de Benjamin Constant. Il est d'ailleurs enterré au Père-Lachaise à Paris. Et en 1819, il donne au Cercle de l'Athénée une conférence mémorable, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Alors quelques mots sur Benjamin Constant, Alexandra. Alors Benjamin Constant, il est romancier, c'est l'auteur d'Adolphe notamment, philosophe, homme politique, c'est un démocrate et un libéral. Il a notamment participé à la rédaction du Code civil. Et alors, que dit-il dans ce discours? Alors, dans ce discours, Benjamin Constant distingue deux sortes de liberté. Celle des anciens, en Grèce comme à Rome, à l'Antiquité, c'est la liberté politique, la liberté de penser pour des citoyens de discuter de la res publica, des affaires publiques. Elle est au prix de l'assujettissement de l'individu à l'autorité de l'ensemble, d'après Benjamin Constant. Et puis de l'autre côté, il y a la liberté des modernes, c'est la liberté individuelle, liberté de s'exprimer, de croire ou de ne pas croire, de détenir une propriété, d'entreprendre, de posséder des biens, enfin, pour tous. L'abolition de l'esclavage, l'extension territoriale, la tendance au remplacement de la guerre par le commerce, tous ces changements expliquent le passage de l'une à l'autre. Emmanuel, je vous cite Benjamin Constant, le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie. C'était là ce qu'ils nomment liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. Ouais, mais alors est-ce que ça veut dire que la liberté politique collective est incompatible avec la liberté individuelle? Eh bien non, au contraire, elles sont toutes les deux indispensables selon Benjamin Constant, mais selon d'autres formes. Le danger, selon Benjamin Constant toujours, est en effet que le citoyen moderne en vienne à se désintéresser de ses droits et de ses devoirs politiques. Et c'est là que Benjamin Constant est visionnaire. Je ne vous rappelle pas les chiffres records de l'abstention aujourd'hui, le désaveu des politiques, la préemption des intérêts particuliers sur l'intérêt général dans nos sociétés modernes, justement, qui sont très individualistes. Constant nous mettait en garde à l'époque, les libertés individuelles sont un bien précieux, mais les défendre exige de la part des citoyens l'exercice de leur liberté
politique, justement, le dépassement de leurs intérêts particuliers. Il est moins visionnaire, Benjamin Constant, dans ses préconisations. Enfin, disons que les choses ne se déroulent pas comme il a pu l'imaginer, lui. C'est-à-dire qu'il prône le système représentatif, qu'il définit comme une procuration donnée par les citoyens à ses mandataires, par exemple les députés. Liberté politique et liberté individuelle doivent ainsi être combinées. Le but n'est pas seulement le bonheur individuel, il est aussi moral, c'est le perfectionnement du genre humain. La question que pose Constant, en fait, c'est celle de Churchill, quand il décrit la démocratie comme le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. C'est celle du capitalisme en tant que système vicieux, en fait, et pervers s'il n'est pas contrôlé. C'est la question de Rousseau et du genre humain. L'homme est-il bon par essence, ou perverti ensuite par la société, l'argent, le pouvoir, ou bien est-il mauvais? Et dans ce cas, Emmanuel, il faudrait lui administrer tout de suite les mesures nécessaires pour le contrôler, et donc abolir toute idée de liberté, autre que la liberté politique. Et encore, n'est-ce pas finalement une belle illusion? Et je vous laisse avec cette réflexion à méditer. À méditer. Merci beaucoup Alexandra Paget. Allez, on retrouve notre globe-trotteur du jour pour un livre qui est sorti en langue étrangère. C'est Frédéric Simotel aujourd'hui. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Frédéric, bonjour. Bonjour Emmanuel. Frédéric, éditorialiste tech à BFM Business. Et là, Frédéric, vous nous projetez dans l'Inde du 21e siècle. Dans l'Inde du 21e siècle. Avec ce livre, en fait, je m'interrogeais lorsqu'on a entendu toutes nos histoires sur nos infrastructures énergétiques. On nous parlait des smart cities, etc. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de chercher un peu de littérature dans ce domaine. Et je suis tombé sur ce livre assez intéressant qui s'appelle India's Infrastructure Challenge, donc les challenges des infrastructures en Inde. Alors, c'est écrit par deux personnes. Ashish Gupta, qui est un journaliste, alors, il écrit dans les plus grands journaux, Business Today, Indian Express, Times of India. Et puis un fonctionnaire qui s'appelle lui Amir Ullah Khan, et donc à eux deux ils se sont mis à travailler sur ces infrastructures. Et puis alors évidemment, comme il parle beaucoup de smart city, on va parler de jumeaux numériques, de capteurs, tout ça, donc ça m'a pas mal intéressé. Alors le livre démarre, petit rappel historique. Alors il rappelle, tiens, en octobre 1963, donc c'était du temps de Nehru, il y avait un grand barrage qui avait été construit sur la rivière alors c'était Sutlej, et puis donc c'était, et ce barrage, alors il a mis 15 ans à être construit, mais c'était le début. On se disait, tiens, ce barrage là, ça va être le début du renouveau de nos infrastructures, parce que ça va fournir de l'électricité, ça amène du travail, donc il a fallu construire des routes pour amener les ouvriers, enfin, etc. Tout ce que ça a amené, et puis même de l'éducation. Et donc au cours des 70 ans qui ont suivi ce barrage, parce qu'on était en 63, et bon, il y a pas mal de choses qui sont faites en Inde, mais voilà, ça a traîné un peu, puis là ça a pris un coup avec le Covid, ça a pris un coup avec tout le choc énergétique mondial, et pourtant le 15 août dernier, le Premier ministre Narendra Modi a dit on a besoin de plus d'1 milliard de dollars pour rebâtir nos infrastructures, et pour arriver à notre ambition 2024-2025, être une économie à 5 000 milliards de dollars, et il faut qu'on ait ces infrastructures. Donc le livre retrace tout ça, et puis ils ont regardé un peu les différents points de vue d'infrastructures. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardent à la fois évidemment le financement, comment on va financer ces infrastructures, mais ils regardent tout. Ils regardent l'électricité, les villes intelligentes, les autoroutes, les télécoms, l'eau, les chemins de fer, l'aviation, les composantes clés du développement humain, l'éducation, la santé, etc. Donc tout ça, c'est très important, et ça l'est d'autant plus que, vous savez, il y a quelques mois, Tim Cook a dit, tiens, nous, la Chine, avec tout ce qui se passe, peut-être qu'on regarde d'autres pays, le Vietnam, pourquoi pas l'Inde? Le problème, c'est qu'en Inde, les structures logistiques, elles sont pas aussi puissantes qu'en Chine, et donc du coup, il faut faut que l'Inde aille plus vite pour accueillir ces gens-là. On voit bien l'intérêt qu'aurait l'Inde à développer ces infrastructures, mais est-ce que les auteurs nous présentent aussi des solutions qui pourraient nous inspirer, qui pourraient nous servir? Oui, alors au début, c'est un peu... Alors dans la deuxième partie du livre, donc ils se lancent sur les solutions. Alors c'est un peu difficile, parce qu'ils annoncent tous les retards sur les projets. Sur 1500 projets, pas moins de 46% ont été retardés, 91 autres projets ont été retardés au ministère du Pétrole, 127 dans les chemins de fer, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est avec toute cette partie-là où ils s'interrogent. Qu'est-ce qu'une ville moderne aujourd'hui? Est-ce que c'est un lieu où on vit, un écosystème, voilà, où il y a des commerces, comme on connaît aujourd'hui? Ou alors, est-ce que c'est un organisme, et
c'est ça qui est intéressant, vivant, prospère, évolutif, qui change de forme, de taille, de structure pour s'adapter aux aspirations des citoyens, aux besoins changeants de nous. On veut vivre dans des immeubles, puis un jour non, on veut des pavillons individuels, et puis un jour voilà, on veut être entouré de commerce, puis un jour non, on veut être dans une banlieue plus résidentielle. Donc c'est un peu tout ça, et la réponse, c'est évidemment on est plutôt dans ce deuxième modèle, et la réponse elle vient du numérique, parce qu'on va faire des jumeaux numériques. En plus vous imaginez l'Inde, et c'est la taille monstrueuse des moindres villes à 10, 15, 20 millions d'habitants, et donc il donne tout un tas de solutions. Alors grâce au numérique, grâce à ces jumeaux numériques que l'on va, un peu comme SimCity, là, on joue un peu, on a l'impression qu'il... Expliquez-nous ce que c'est que des jumeaux numériques. Des jumeaux numériques, c'est la reproduction en numérique de ce qui existe dans la vraie vie. C'est-à-dire, on va prendre, je prenais l'exemple du jeu SimCity, mais c'est ça, on a, vous imaginez là, une photo de la ville, et bien on va numériser tout ça, et puis on va dire, tiens, si je mettais un hôpital là, est-ce qu'il est loin des habitations? Tiens, si je mettais une école là, est-ce qu'elle est loin des habitations? Si je mettais des commerces là, est-ce qu'ils ont des grands axes routiers pour venir faire la logistique de ces commerces? Et donc c'est tout ce qu'ils sont en train d'expliquer en disant, voilà, pour ceux qui veulent plutôt un profil très urbain, très, très dense, et bien voilà comment il faut bâtir ça. Il faut un hôpital qui soit à tel endroit, des écoles, universités de ce style-là, des réseaux du métro, du réseau. C'est là où il faut développer pas mal de choses. Pour ceux qui veulent vivre dans le résidentiel, eh bien, on va reproduire un quartier résidentiel en numérique, puis on va voir comment ça se passe, si on met une école à 10 km, si on la met à 5 km. Et donc c'est assez intéressant, tous ces projets-là, et on se dit, voilà, alors nous on a des populations en Europe qui grandissent beaucoup moins vite, mais voilà, il y a pas mal de solutions, donc India's Infrastructure Challenge. En plus, vous apprenez pas mal de choses sur l'Inde. J'ai trouvé ça assez intéressant, surtout en ce moment où on s'interroge nous aussi beaucoup sur nos infrastructures. Eh bien, merci de nous avoir fait partager votre découverte, Frédéric. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Alors j'ai choisi le dernier numéro de la revue d'histoire de la pensée économique, qui est une revue qui est rééditée, mais enfin qui a été reprise par les éditions Garnier, qui est une vieille revue qui existait, qui avait été créée par François Pérou dans le cadre de l'ISPEA. Et donc là c'est le numéro 14 de la nouvelle version, avec le numéro 2 de l'année, et donc avec un dossier qui est consacré au mercantilisme. Et donc... Jean-Marc, vous êtes passionné de mercantilisme? Mais il faut connaître pour combattre. Exactement. Et donc effectivement, je dis pas qu'on apprend énormément de choses, mais il y a quand même un travail de réflexion derrière dans un certain nombre de ces articles. Et c'est un courant de pensée dont on parle souvent, mais qu'on connaît assez mal en pratique. Et je conseille aux auditeurs, téléspectateurs d'acheter cette revue. Christian Chavagneux. Oui, il faut vraiment connaître les mercantilistes. Je suis étonné que Jean-Marc en fasse la promo, mais je suis d'accord avec lui. Quand on vient d'écrire un livre sur les physiocrates, après, tout est possible. Oui, justement, c'est plutôt l'inverse. Mais oui, il faut connaître pour combattre. D'accord. Moi aussi, une revue économique, mais en anglais, Review of Post-Keynesian Economics, et tout un dossier sur est-ce que c'est la fin de l'hégémonie du dollar. Très intéressant, beaucoup de papiers, et j'en retiens un, celui qui est coécrit par Benjamin Cohen, un auteur américain que j'adore, et qui met les choses très au clair. Le dollar américain continue à dominer, le renminbi, quelques monnaies émergentes montent un peu, mais au détriment de l'euro, pas du tout du dollar. On en a encore pour bien longtemps avec l'hégémonie dollar. Il n'y a pas du tout de monde multipolaire dans le système monétaire international. Très très bon papier. Merci à tous les deux. Écoutez, moi je voulais vous signaler ce livre passionnant sur l'industrie du luxe. Ça s'appelle Luxe et Digital, les nouveaux territoires du luxe, sous la direction d'Éric Brionne. Il est directeur général du journal du luxe. C'est chez Duno, et il nous raconte finalement comment la pandémie a transformé complètement l'industrie du luxe en l'emmenant vers le web 3.0. C'est cette nouvelle aventure qu'il nous raconte, et ma foi, c'est passionnant. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bonne lecture.